Spécialiste de ce secteur, quel symbole terrible en fait. Un produit français qui va passer entre des mains américaines, on a l'habitude, mais là on est sur du stratégique quand même. La crise Covid, elle est pas si loin. On manquait de paracétamol pendant le Covid. Et on se disait, il faudrait vraiment relocaliser, reconquérir notre souveraineté médicale. Et ben là, on a Sanofi qui s'apprête à vendre aux Américains Doliprane. Comment est-ce que vous regardez ça? Et pas que Doliprane, en fait. L'ensemble de leur activité, ce qu'on appelle OTC, Over the Counter, c'est tous les médicaments qui ne sont pas prescrits sous ordonnance et vendus par Sanofi. Donc c'est Doliprane, c'est Malox, c'est l'isopaïne, c'est Dulcolax, enfin c'est tout ce que vous pouvez acheter, que vous voyez en première rangée en général chez le pharmacien. Donc effectivement, c'est assez important comme nombre de médicaments connus par le grand public. Après, c'est seulement 50% de cette activité qui va être cédée pour l'instant à un fonds de private equity américain. Donc c'est pas un laboratoire pharmaceutique américain, ce qui fait quand même une petite différence. Est-ce que c'est pas pire ils ne le vendent pas à un industriel, mais à un fonds? Est-ce que je veux dire dans l'imaginaire collectif justement, moi je pense que ça pourrait être pire si c'était un vrai laboratoire pharmaceutique américain qui vraiment prenait les actifs stratégiques. Là, c'est un fonds qui a vocation à faire de l'argent sur cette activité, donc ça me choque pas énormément. Après, évidemment qu'on a des questions de souveraineté nationale, notamment en matière de médicaments, qui ont été mis en lumière pendant la période du Covid, qui n'ont absolument pas été réglées. C'est-à-dire que ça n'est pas un sujet qui a été mis véritablement sur la table. Il n'y a pas eu de financement ou de volonté de réindustrialisation ou de relocalisation d'actifs stratégiques. On sait que le gros de la production des médicaments, en tout cas des principes actifs dont on a besoin, est plutôt sur le marché indien ou même en Asie. Donc en fait, on est en Chine. Donc on est toujours extrêmement dépendant et c'est certain que là, c'est politique. De toute façon, on ne va pas épiloguer sur le sujet de la réindustrialisation de la France ou de la mise en place d'une souveraineté parce que ça mériterait une émission complète. Néanmoins, la santé, évidemment, ne fait pas figure d'exception en la matière. Et vous le voyez aujourd'hui. Effectivement, Antoine. Juste deux choses. Alors, c'est vrai que l'identité du repreneur en fonds de private equity, ça me paraît naturel. Enfin, faisons abstraction du sujet qui est traité par Sanofi et les médicaments sans ordonnance. Il est question de redonner vie à une branche qui rapporte plus d'argent. Donc, qu'est-ce que ça gêne que ce soit un fonds de private equity? Et deuxièmement, quand on dit stratégique, souveraineté, machin, on nationalise. Je suis désolé. Enfin, on ne peut pas sans cesse être, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, mais à demander à Sanofi d'avoir une attitude patriotique et tout, alors que c'est une multinationale. Je suis désolé. Une activité stratégique sur laquelle on dit c'est stratégique d'avoir un stock de médicaments. Soit on a un deal et on signe un deal, le gouvernement signe un deal avec l'entreprise en question, soit elle la nationalise. Il n'y a pas 36 solutions. Mais on ne peut pas demander tout et n'importe quoi à une entreprise, et en particulier d'être rentable, d'avoir des multiples de valorisation, alors qu'elle conserve des activités. Vous appelez à la nationalisation aujourd'hui de Sanofi, Antoine? J'ai rien appelé du tout. Je dis, quand on veut contrôler un stock de médicaments et la production d'un laboratoire, on le nationalise. De la même manière que quand on pousse les hauts cris sur les prix de l'électricité ou sur les prix du pétrole, on nationalise. Quand on veut avoir un contrôle parfait, on nationalise. Ouais, sauf que l'État ne fait pas forcément beaucoup mieux que le privé dans le domaine. Oui, il faut quand même être vigilant. Enfin, ça peut être une solution, effectivement. Ça, c'est sûr que ce serait une politique au moins assez claire en la matière. Après, on n'est pas vraiment dans une situation ou dans une volonté de nationalisation de la part du gouvernement. Mais... Donc, on ne peut pas... voilà, tout ce qu'on peut dire... Mais est-ce que ça... Alors voilà, on se met vraiment dans la peau de ceux qui nous suivent et qui nous regardent, qui se posent en tant que citoyens peut-être cette question quand même. Il y a 4-5 ans, on manquait de paracétamol, par exemple, au cœur de la crise Covid. On se disait, ce serait bien quand même, quelle perte de souveraineté. Et puis là, Doliprane, c'est français, ça va passer sous pavillon américain. Bon, évidemment, il y a une question en tant que citoyen qu'on peut se poser. Après, c'est le marché, c'est vrai. Et Sanofi fait aussi ses emplettes à l'international. Donc, mais ce qui est certain, réciproque, tout ça. C'est qu'on vit des pénuries quand même depuis plusieurs années de médicaments, notamment en matière d'antibiotiques, parce qu'il y a eu le Doliprane, mais aussi sur les antibiotiques, on a des problèmes d'approvisionnement. On a des problèmes sur la cortisone, qui est quand même très importante pour traiter beaucoup de pathologies. Donc oui, il devrait y avoir un grand plan national de souveraineté, de relocalisation et de production française. Mais c'est très loin des sujets, en tout cas de politique générale, qui ont été mis en place par notre très cher nouveau gouvernement. Mais donc, si on se met dans la peau de ceux qui nous suivent et qui nous regardent et qui, là, réagissent aussi, en plus d'être citoyens, en tant qu'investisseurs, pour le coup, en bourse, on se dit quoi? Sanofi sans Doliprane, c'est comme un repas sans fromage? C'est moins bien en bourse? Ou au contraire, ça va redonner vraiment du potentiel à Sanofi? En fait, il faut comprendre
comprendre, c'est seulement 12% de leur chiffre d'affaires. Donc en fait, Sanofi, ça n'est pas que de l'OTC, en tout cas pas que des médicaments sans ordonnance. En grande partie et en majeure partie, ça va être des traitements pour les problématiques respiratoires, le traitement de la dengue, le traitement aussi, vous savez, les vaccins contre la grippe. Donc en réalité, c'est un recentrage de la part de Sanofi sur des activités peut-être pour eux, en tout cas considérées comme plus stratégiques, et donc sur des médicaments qui sont des médicaments sur ordonnance et plus les médicaments. Voilà, c'est la stratégie d'une entreprise. Après, est-ce que ça prouve que Sanofi est plutôt bien géré en l'occurrence, et ça, on peut s'en réjouir. Alors oui, on peut dire ça. Alors après, Sanofi souffre de problèmes de gestion quand même assez importants, de problèmes de management. Non, c'est raison. J'ai été trop rapide, mais c'est plutôt un acte de saine gestion qu'ils sont en train de faire. Mais ça fait 1 an que Sanofi a quand même. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu ce qu'on appelle un profit warning, c'est-à-dire une revue à la baisse des résultats de Sanofi il y a à peu près 1 an. Ils ont mis un nouveau directeur de la recherche qui a un peu rué dans les brancards et voulu changer un peu. Il a un peu voulu changer la stratégie. Et donc, dans ce cadre-là, c'est peut-être un deuxième volet, si vous voulez, de cette action, qui est que Sanofi, pour ne rien vous cacher, nous, on a un fonds sur la santé depuis 2012 et on n'est pas investi dans Sanofi. Donc, c'est pour vous dire à peu près où on en est. Il y a les problèmes de gouvernance. Oui. Ils ont manqué les grands virages stratégiques sur les maladies chroniques, donc sur l'oncologie et sur le diabète. En tout cas, ils ont le Lantus sur le diabète, mais c'est pas non plus à la hauteur d'autres grands géants qu'on connaît. Alors que Sanofi bénéficie du crédit impôt recherche. Effectivement. Ils en sont gavés. 150 à 180 millions par an de crédit impôt recherche maintenu, donc du coup dans la nouvelle loi de finances. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le secteur. Ah bah ça, je peux vous dire que heureusement que c'est maintenu, oui, ça c'est certain. Oui. Antoine. Oui, c'est un peu Intel dans le domaine des pharmaceutiques. Sanofi, ils ont raté pas mal de virages. Ils ont un pipeline qui est pas si vilain que ça, si on regarde bien, mais qui n'est pas dans les grandes dynamiques qui font exploser le secteur de la santé ou qui l'ont déjà fait exploser en bourse en ce moment. C'est vrai que ça arrive pas au bon moment. Mais enfin, c'est un acte de saine gestion, si on regarde bien les fonds. En tout cas, ça apporte de la lisibilité sur le marché. Vous savez, les investisseurs internationaux, ils aiment ce qu'on appelle les pure players. C'est-à-dire que les sociétés qui ont une activité, elle est claire, elle est lisible, on comprend les chiffres, il n'y a pas de mauvaises nouvelles qui arrivent à droite et à gauche pour des raisons exogènes, on va dire. Et donc, dans ce cadre-là, ça peut apporter un nouveau profil, une meilleure lecture pour Sanofi. Et donc, on ne va pas s'en plaindre, ça c'est sûr. C'est plus un sujet politique manifestement qu'un sujet vraiment de marché aujourd'hui, puisque Sanofi en bourse ne fait rien. Ça montre que le prix de vente, les 15 et quelques milliards de ventes, donc pour les 50%, c'est assez en ligne avec cette année de marché. C'est-à-dire que le marché n'est ni content, ni déçu, ça ne bouge pas. Effectivement. On disait, il y a une bonne nouvelle pour le secteur, et notamment pour les biotech. Le crédit d'impôt recherche, finalement, est maintenu. Il y avait beaucoup de bruit autour du budget 2025, et on se disait, les crédits d'impôt recherche vont être menacés. Non, ils sont maintenus. Mais il y a une autre épée de Damoclès. Celle-là est aux États-Unis, la présidentielle. Est-ce que pour le secteur de la santé, cette présidentielle américaine, surtout pour les acteurs présents en Amérique du Nord, constitue un risque ou moins que lors des précédentes présidentielles? Alice? Alors, on l'a longtemps cru, donc vous avez raison. Évidemment, l'impact des élections américaines est souvent très important, en particulier sur le secteur de la santé, parce que c'est un peu le vieux serpent de mer. C'est-à-dire que pendant les campagnes électorales, chacun dit, grâce à moi, vous allez économiser de l'argent, le reste à charge patient va être moins élevé, et on va faire pression sur le prix des médicaments. Donc, il y a toute une rhétorique, évidemment, qui s'organise à chaque fois. On sait qu'il y a des chances... Alors, si Trump est élu, c'est très favorable au marché de la santé. C'est-à-dire que je pense... Il est plutôt pour la dérégulation, donc il y a peu de chances qu'on se retrouve avec des baisses de prix sur le marché américain. Donc élection de Trump égale favorable pour la santé. Bon, après... le désistement de Joe Biden en faveur de Kamala Harris, finalement, on ne nous inquiète pas particulièrement parce qu'elle va continuer ce que Biden a fait jusqu'à présent. Donc, à mon avis, ça ne fera pas baisser la santé. Il n'y aura peut-être pas une énorme hausse de marché sur le secteur, bien qu'il y ait des catalyseurs de long terme dont on parlera peut-être. Mais voilà, cette fois, là, en novembre, pour une fois, nous, on est moins inquiets que l'on l'a été à d'autres élections où ça aurait pu faire un peu mal.